qui sont des miroirs, moi dis les bails. Aïzan, Aïzan, Franck Etienne n'est pas mort. Franck Etienne, tout le monde s'apprête à dire qu'il vient de partir. Il n'est pas parti, il vient à peine d'arriver. Et ce que je dis là, c'est pas du tout une invention stylistique, ni une sorte de boutade. C'est simplement que son œuvre est une bombe à retardement. Quand il était vivant, il était l'arbre qui cache la forêt. La forêt de ses mots, de ses imageries, de ses simagrées, comme il aimerait bien qu'on le dise, parce qu'il a chez lui ce côté, cette démesure de clown, qui est très important dans son œuvre. Il danse au milieu de ses mots. Il les invente, il invente sa grammaire, il invente son vocabulaire. Et cette déflagration qui est, disons, postée ultérieurement, va se faire d'abord, à commencer avec l'université, et déjà. Mais on a étudié Franck Etienne en face de Franck Etienne. Et c'est pas la bonne affaire. Parce qu'il est tellement dictatorial, et c'est ça son œuvre, un peu opératique, il couvre tous les arts. Il voudrait être musicien, il l'a été d'une certaine manière, il a chanté, et il voulait être sculpteur, il l'a été, il voulait être peintre, il a fait 7000 tableaux, dit-il, voulait être écrivain, il a fait 70 livres, et donc il est trop, et chaque fois qu'il tombe sur une thésarde ou un thésard américain, souvent d'université américaine, bon teint, bon chic, eh bien il l'englobe, il l'avale. C'est intéressant de voir la lecture des œuvres de Franck Etienne sans Franck Etienne, qui regarde par-dessus l'épaule de ces jeunes gens. De voir comment ils vont faire tout seuls, avec cette, j'allais dire, marée, avec cet océan. C'est un homme océan, comme Hugo l'a été, et il n'y a pas de limite. On y plonge, on s'y noie. Il y a quelque chose d'autre aussi, qui est l'autre partie, la partie, j'allais dire, une sorte d'enfance continue chez Franck Etienne. Tout ce qu'il veut, tout ce qu'il aime, c'est revenir dans l'enfantillage. Et ça, c'est le cœur de l'œuvre de Franck, l'enfance. C'est-à-dire l'espace de vie où rien n'est interdit, où seule la jouissance compte. La jouissance de jouir de la vie et la jouissance de jouir de cette jouissance même. Il était heureux d'être vivant, heureux de ses malheurs, de ses bonheurs, il les réinvente, il les retraduit, il était content de rencontrer ses amis. Donc il y a plein de choses de Franck Etienne qui me reviennent à l'esprit, mais commençons par le début. Et j'ai connu Franck Etienne assez jeune. Il venait dans mon quartier et à l'époque, il rompait avec sa fiancée une fois par semaine. Et il racontait, il pouvait le faire, il le faisait, aux amis, aux enfants du quartier. Il nous racontait ces démêlés, disons, matrimoniaux. Parce que Franck Etienne est l'être le moins snob que je connaisse. Il parle à n'importe qui et toujours d'égal à égal. Il parle aux enfants comme aux adultes de la même manière. Et malgré ce côté costaud qui fait un peu peur à certains et qui ne fait pas peur aux enfants, les enfants vont spontanément à Franck Etienne, malgré parce qu'il ressemble à un lutteur. Et les lutteurs sont toujours un peu pour jouer. Ces muscles, toute cette chose, tout cela fait rire les enfants, toute cette force un peu bon enfant, si l'on peut dire. Eh bien, Franck Etienne nous racontait sa vie amoureuse. Et plus tard, quand je suis allé le voir à 19 ans, parce qu'il venait de publier le plus grand scandale de la littérature haïtienne, Ultra Vocal. J'avais jamais vu ça. Je suis allé le voir. Il m'a reçu dans sa petite chambre. Il occupait plein de livres, un peu comme ici, plein de tableaux. Il ne peignait pas à l'époque, mais il en avait beaucoup, beaucoup. Il a toujours aimé l'art, la peinture, et des instruments de musique aussi. Il me racontait qu'il écrivait pour les ambassadeurs, et que les Volsi et son frère, si l'on peut dire, d'adoption, et qu'il était très proche du côté musical. Et je lui ai demandé précisément la question qu'on m'a posée ici, et comment on fait ça? Et le ça, c'est Franck Etienne. Comment on fait Franck Etienne? Et j'ai compris à ce qu'il me disait qu'il n'était pas au courant de lui-même. Franck Etienne n'est pas au courant de sa force. Toute vraie force est dépassée par elle-même, parce que c'est une force qui s'enchante d'elle-même.
Il est content d'être en vie. Il ne sait pas qu'il est gros, il ne sait pas qu'il est petit. Et tout ce qu'il sait, c'est une obstination. C'est le mot fondamental de l'œuvre de Franck Etienne. Il est obstiné. Il a commencé avec moins de talent que les autres. On n'a qu'à relire au fil du temps pour voir. C'était pas, et même quelques recueils qui ont suivi. Je dirais jusqu'au mon côté gauche. Et puis à un moment donné, il a commencé à dépasser les autres parce que c'est un marathonien. Il est obstiné, il est persévérant, il est toujours en train d'apprendre et il place la barre au plus haut possible. Il est déterminé comme écrivain par sa lecture. Il a tout de suite compris qu'il fallait lire les plus grands. Et Joyce, Dostoevsky, et Shakespeare, et Dieu, le Dieu de la Bible, c'était son rival. Il disait, si Dieu est parfait et que je suis sa créature, je suis plus parfait que lui, parce que Dieu ne voudrait pas rester au même niveau. Il m'a fait moi pour être mieux que lui. Et donc, il n'y a pas de limite dans la vision, disons, esthétique, dans la vision naturelle, c'est-à-dire humaine, et surtout aussi, il faut le dire, et Franck Etienne, c'est le verbe. Beaucoup plus que le récit, sauf dans des affis, que j'ai trouvé plus, disons, même que ultra-vocal, mais des affis est une écriture plus serrée. Le récit est plus serré et le thème est plus visible, de la zombification et du sel qui délivre, et la métaphore sur la dictature est encore plus visible que dans Mieux à crever ou même dans Ultra-vocal. Mais sinon, c'est un flâneur. Et tout ce qu'il sait, c'est se promener dans son jardin. Et aujourd'hui, si vous croyez que Franck Etienne est mort, c'est vous qui l'êtes. Malgré l'heure tardive, on a fait un crochet par la route de Delma voir Franck Etienne. Le médecin veut lui acheter un tableau de sa dernière manière. Franck Etienne est un artiste si prolifique qu'il peut ruiner un collectionneur. Il nous accueille avec un tel vacarme qu'il a dû réveiller le quartier, l'orgue dans son antre. Malgré les commentaires louangeurs du médecin, Franck Etienne semble réticent à lui vendre un tableau de sa collection personnelle. Le riche médecin se déclare prêt à y mettre le prix, mais le peintre lui tient tête. On nous sert du café, Franck Etienne ne boit plus d'alcool depuis sa maladie. Il travaille en ce moment à un roman dont on voit le volumineux manuscrit étalé dans un énorme fouillis sur sa grande table de travail. Tout déborde chez lui, torse nu, appétit gargantuesque, visage rouge comme un homard ébouillanté, enthousiasme débridé d'un homme obsédé de littérature et de peinture. Il a peint quelques milliers de tableaux. Le sexe aussi. Et son grand roman ultra-vocal s'est métastasé depuis 40 ans en une trentaine de volumes. L'orgue n'a jamais vécu ailleurs que dans cette turbulence urbaine. Me voyant perplexe devant cette tonne de papier bariolé de signes obscurs, plus proche de notes de musique que de lettres de l'alphabet, il serait capable d'inventer un vocabulaire et une grammaire afin d'écrire un livre complètement original. Il me lance que sa prochaine œuvre sera un roman-opéra. C'est quoi un roman-opéra? Demande alors le chauffeur, qui semblait somnoler dans son coin. Franck Etienne se retourne brusquement vers lui. Vous êtes le premier à oser me le demander. Les autres font semblant de comprendre. Je ne peux pas l'expliquer, mais quand j'aurai fini le livre, vous verrez. En attendant, laissez-moi vous offrir un tableau. Il se faufile dans l'entrepôt pour revenir avec un immense tableau qu'on n'arrivera sûrement pas à faire entrer dans la voiture. Il défait le cadre avec une telle énergie qu'il a failli endommager la toile. Il la jette dans le coffre arrière de la Buick 57 sous le regard ahuri du médecin collectionneur qui, lui, est reparti les mains vides et les poches encore pleines de fric. Toute mon œuvre, qui compte maintenant 50 publications, toute mon œuvre littéraire et mes tableaux au nombre de 6000, toute mon œuvre, je la dois à la merde haïtienne. Franck Etienne, c'est d'abord notre seule chance. Je l'ai toujours pensé d'avoir un prix Nobel haïtien. Je me souviens, il avait sa fiancée Marie-André dans mon quartier, avec qui il rompait une fois par semaine. Et quand il nous voyait, nous les enfants, il nous racontait son drame familial, amoureux, avec Marie-André. On ne comprenait rien, mais Franck Etienne est une des rares personnes que je connaisse qui puisse raconter sa vie et spontanément à n'importe qui, sans faire de différence d'âge. Et on trouve ça dans son œuvre aussi, c'est-à-dire il y a chez lui une sorte de... Il est aveugle du point de vue du genre, du sexe, de la race. Et
Je l'ai rencontré, j'avais 19 ans, je suis allé interviewer l'écrivain qui venait de publier le livre qui était le plus grand scandale de la littérature haïtienne, Ultra Vocal. Il m'avait reçu comme si j'étais un grand journaliste d'une presse extraordinairement importante. Il a répondu à toutes mes questions et je savais que j'étais en présence de l'équivalent pour nous autres Haïtiens d'un Tolstoï. Il en a maintenant le visage, l'allure, la folie furieuse, la tranquille folie, parce qu'il est encore un petit peu plus fou qu'on le croit. Si on continue plus loin, il va se déshabiller et vous jouer le journal d'un fou. Il est capable de le faire. Mais Franck Etienne est beaucoup plus que cela. Il a représenté celui qui n'est pas parti, même s'il en a eu envie, il le dit. Il a représenté dans notre tête, nous qui avons quitté le pays, le vieux qui est resté au fort. La dernière fois que j'ai vu Franck Etienne, j'étais allé le filmer. Il est sorti, j'ai dit « Comment ça va, Franck Etienne ?» Il s'est écrié « Je l'ai battu ». C'est vrai que c'était la dernière personne ou la dernière chose qu'il avait à se battre, contre qui il avait à se battre, c'était son cancer. Il a dit « Franck Etienne ne mourra pas ». Je l'ai cru. Voilà. Franck Etienne. Et il l'a toujours dit, j'ai ouvert les portes de chez moi, ma bibliothèque, ma chambre intime au jeune Dany Laferrière, âgé à l'époque de 19 ans. Et j'ai chanté pour lui. Crio son demi-wahoy, l'egbaï. Crio m'di son demi-wahoy, moi dit l'egbaï. Aïzan, vie, vie. Aïzan,